90 minutes plus tard. Cet homme reviendra dans cette prison de haute sécurité avec des dizaines de millions en liquide, bouclant ainsi un alibi absolument irréprochable. Et tout a commencé par une bouchée de soja qu'il venait de vomir au visage du directeur de la prison. Son plan est calculé à la seconde près. Première étape. Utiliser le soja distribué chaque semaine par la prison, combiné à l'ingestion forcée de 5 kg d'eau pendant plusieurs jours, afin de simuler une gastro-entérite aiguë. Il a minutieusement calculé l'heure de la tournée du directeur. Un jet de vomi parfaitement placé lui vaut d'être immédiatement conduit à l'infirmerie. Ensuite, il joue la comédie en feignant la douleur d'une envie pressante, écarte l'infirmière et se fait escorter aux toilettes par un complice. C'est là que se situe le point clé du plan. Des outils préparés à l'avance sont dissimulés dans le plafond de la cabine. Il force le distributeur de papier. Derrière se cache un étroit couloir de maintenance. À l'autre extrémité, le passage mène à la salle des outils. Avec son complice, il retire rapidement une planche modifiée. Il la fixe sous un véhicule de transport sur le point de quitter la prison. Ce compartiment sur mesure exploite parfaitement les angles morts des miroirs de sécurité. Lorsque le véhicule franchit la sortie de la prison, personne ne remarque que 2 hommes sont dissimulés sous le châssis. Ils se détachent au niveau d'une station-service et montent dans la voiture de sport venue les récupérer. Première phase. Une évasion parfaite. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, la deuxième phase du plan s'enclenche. À la cantine, les complices repèrent le direct de la course automobile à la télévision. Un simple regard suffit et une bagarre préméditée éclate aussitôt. Toute la prison sombre dans le chaos. Pour préserver ses résultats, le directeur choisit l'étouffement interne et refuse d'en référer à l'extérieur. C'est exactement ce que l'homme avait prévu. Le chaos était sa meilleure couverture, lui permettant de gagner un temps d'action précieux, car sa véritable cible était le coffre-fort souterrain de l'hippodrome. Le jour de la course, la foule était immense, et toutes les transactions passaient par un système de tubes pneumatiques, acheminant l'argent liquide à grande vitesse vers le coffre souterrain. Le plan de cet homme ne reposait jamais sur la force brute. Ils commencèrent par détruire la station relais du stade à l'aide de petites charges explosives. Tous les terminaux de paiement cessèrent instantanément de fonctionner, forçant les spectateurs à payer uniquement en liquide. Cela fit affluer vers le coffre une quantité d'argent bien supérieure aux prévisions. Ensuite, l'homme et ses complices se déguisèrent en agents d'entretien et s'infiltrèrent au sous-sol par les conduites de transport des déchets. Il révéla alors le véritable plan à ses complices. Ne pas entrer dans le coffre, mais intercepter directement le tube de transport des billets. Il sortit un feutre de javel, quelques paquets d'oursons gélifiés et une bouteille de liquide inconnu. L'hypochlorite de sodium contenu dans le feutre, combiné à la gélatine et au sucre des bonbons, peut déclencher, en présence d'un catalyseur précis, une violente réaction d'oxydoréduction, générant assez de chaleur et de gaz pour créer une charge plastique à puissance contrôlée. Il écrivit la formule chimique sur le mur, prouvant que ce n'était pas un simple jeu. Il plaça cette bombe au bonbon dans le conduit. La première tentative échoua. L'emballage était trop serré et la réaction ne se déclencha pas. À la seconde tentative, il ajusta l'emballage. La bombe atteignit sans encombre l'entrée du coffre et explosa avec une précision parfaite. Une brèche s'ouvrit au niveau de la jonction du conduit. Ils mirent aussitôt en marche un aspirateur industriel de forte puissance, dirigé vers l'ouverture. Des liasses de billets furent instantanément aspirées par la force d'aspiration. Elles affluèrent en continu par le tuyau jusque dans les immenses sacs poubelles qu'ils avaient préparés. Mais ils ont négligé un détail. La fumée de l'explosion s'est propagée le long des conduits jusqu'au distributeur automatique. Le préposé a immédiatement donné l'alerte. Le système de sécurité s'est déclenché. Au moment où les agents de sécurité allaient arriver, le plan B est entré en action. Un employé du stade, qu'ils avaient soudoyé, fumait tranquillement dans une zone non-fumeur. Quand l'agent de sécurité a suivi l'odeur de fumée, il n'a trouvé que ce fumeur en infraction. Une crise potentielle a ainsi été désamorcée grâce à un parfait bouc émissaire. Ils chargèrent les sacs poubelles remplis d'argent dans de véritables camions de collecte, puis les transférèrent dans leurs propres camions. À présent, il était temps de retourner en prison. À l'intérieur de la prison, les complices passèrent de nouveau à l'action. Il inséra 2 mines de crayon dans une prise pour provoquer un court-circuit, enflammant une poubelle et déclenchant l'alarme incendie. Le directeur de la prison, débordé, n'eut d'autre choix que d'appeler les pompiers. Pendant ce temps, les 2 hommes avaient déjà enfilé des tenues de pompiers et s'étaient fondus dans le camion de pompiers en intervention, regagnant la prison sans éveiller le moindre soupçon. Ils retournèrent à l'infirmerie par le même chemin. Lorsque l'alarme fut levée et que l'infirmière ouvrit la porte, l'homme était allongé sur son lit, comme s'il n'était jamais parti. La Libye était irréprochable. Il pensait le plan parfaitement exécuté. Quelques jours plus tard, le journal télévisé annonça que l'argent volé avait été retrouvé dans un camion poubelle abandonné. L'homme resta figé. Il se sentait trahi par son complice Matt. Après sa libération, il apprit que Matt avait quitté la ville depuis longtemps. De retour chez lui, il trouva une pelle devant sa porte. Il comprit aussitôt. Dans le jardin de sa maison se trouvait une balançoire rouge.
Il creusa sous la balançoire, et plusieurs grands sacs remplis de billets apparurent. C'était donc là la véritable dernière pièce du plan. Matt a restitué la majeure partie de l'argent, ne conservant que 2 sacs. À cause des dégâts subis par le système électrique du circuit, personne ne sait quel était le montant exact des liquidités dans le coffre. La majeure partie de la somme est récupérée, et la police clôt l'affaire rapidement, tandis que l'assurance couvre cette perte jugée négligeable. Eux, en revanche, disparaissent avec une fortune que personne ne cherchera jamais à retracer.